Aujourd'hui, on va parler de dopage, mon cher Camille. Oui, mon cher Alex, avec plaisir. On va parler de désir, de vouloir être plus musclé. Camille Dumoulier est le parfait homme pour cette situation. Il a écrit un livre sur le désir. Professeur de littérature comparée à l'université Paris-Nanterre. Parfait, pour l'instant. On va en parler. Pas d'erreur. Pourquoi est-ce qu'on a envie de se doper? D'où vient ce désir de vouloir se doper pour devenir plus fort? Explication par Camille Dumoulier. Avant de se lancer dans la métaphysique ou la philosophie, je crois que tout ce qu'on peut remarquer, l'évidence, c'est que le dopage, il se fait dans le sport. Oui. D'abord, dans la compétition sportive. Et ensuite, dans le sport qu'on veut pratiquer en salle. À l'origine, c'est la compétition sportive. Et ça, depuis toujours. Hein. Depuis les Grecs, les Jeux Olympiques, les luttes africaines. Bon. Pourquoi? Parce que dans le sport, contrairement à ce qu'on dit, l'essentiel, ce n'est pas de participer, c'est de gagner. En tant que compétiteur, il est normal de vouloir gagner une compétition. Voilà. On dit toujours, l'essentiel, c'est de participer. Non, c'est faux. L'essentiel, c'est de gagner. Et il faut donc utiliser tous les moyens pour gagner. C'est vrai que la plupart du temps, quand on dit que l'essentiel, c'est de participer, c'est ceux qui perdent qui disent ça souvent. Ouais, c'est de l'hypocrisie. Et gagner, pourquoi? Bon, on va gagner parce que, en général, ça te rapporte quelque chose. Quand c'est du sport professionnel, un prix, de l'argent, de la reconnaissance. Et pourquoi est-ce que ça va s'étendre ensuite au-delà du sport professionnel? Parce que ce qu'il y a en dessous de tout ça, c'est justement quelque chose qui touche au désir et qui est ce que Freud, enfin, de manière générale, ce que la psychanalyse appelle le narcissisme et ce que Freud divise en deux types de narcissisme. Le premier, il appelle narcissisme primaire. C'est-à-dire que c'est en quelque sorte l'instinct de survie, la volonté de se défendre, d'être de vivre et d'être au centre de l'intérêt de tout le monde. Et c'est primaire parce que c'est l'état premier des enfants. Un enfant, sans qu'il ait conscience d'où il se trouve, de la société, il n'a pas encore le langage, le petit enfant, mais il défend sa vie en voulant manger, en voulant être au centre de tout. Et, en pleurant. Et tu vois la même chose avec les animaux. Et dès qu'ils grandissent, qu'est-ce qu'ils font les enfants, comme les animaux d'ailleurs? Ils jouent. Et que veulent-ils quand ils jouent? Pas jouer, gagner. Gagner. Le narcissisme, c'est ça, au primaire. Être le plus fort, être le premier. Et tu sais combien, quand c'est moi qui ai gagné, hein, les enfants, quand ils sont entre eux. Et même les chiens. Tiens, mon ancien chien, Schwartz. Ou le nouveau Minus, Maximus. Quand il joue à la balle, il ne veut jamais la lâcher. C'est vrai. Tu l'as remarqué. Et il grogne quand je veux récupérer la balle. Il veut jouer, mais il ne veut pas la lâcher. C'est vrai. Parce qu'il veut gagner. Et il veut que ce soit son narcissisme qui soit, c'est-à-dire lui-même, le moi, voilà, qui soit, qui s'affirme. Et puis, avec l'évolution, évidemment, leur petit enfant, il ne reste pas enfermé dans sa bulle où il s'imagine qu'il est un dieu parce que tout le monde s'intéresse à lui, papa, maman, etc. Puis il découvre que les autres existent et que pour exister lui-même, il faut qu'il se soumette à l'ordre de la société, au regard des autres. Et en particulier qu'il acquiert une reconnaissance. Ils sont reconnus par les autres, comme quelqu'un de bien, de fort, de beau, tout ce qu'on voudra. Et c'est ainsi que nous arrivons à cette autre sorte de narcissisme qui s'appelle évidemment secondaire, puisque le premier s'appelait primaire. Et c'est quoi celui-là? C'est celui que nous construisons au fur et à mesure de notre évolution, mais que nous construisons en fonction des autres, pour les autres, selon l'image des autres. C'est-à-dire en imitant les autres et en voulant répondre à ce que les autres attendent de nous, comme ce qu'ils considèrent ce qu'il y a de mieux, de plus fort, etc. Pour être accepté, en fait. Pour être admiré. Admiré. Et c'est toujours le narcissisme. Mais ce narcissisme-là, il se construit à travers des images. Les images de sportifs que nous voyons, par exemple, à la télévision, les images d'acteurs, toujours des gens extraordinaires. Sur les réseaux sociaux aussi, Instagram. Qui sont des moi idéaux. On voudrait être comme ça. Et
Qui plus est, notre société, donc ça c'est un fait naturel, et qui plus est, notre société capitaliste contemporaine qui vit sur les médias, les images, c'est une société de la performance. Oui. Il faut être performant en tout. Il faut être le plus fort, le plus beau, le plus endurant. Et c'est pourquoi les deux grands modèles dans les entreprises, partout, dans notre société, c'est le sport et la guerre. Le discours du marketing, c'est un discours de guerre. Quand dans les écoles de marketing, tout leur vocabulaire imité de l'anglais, ou qui vient de franglais, tout ça, c'est toujours emprunté le vocabulaire de la guerre, parce que l'entreprise, elle doit gagner. Et l'économie est une guerre. Mais par ailleurs, aussi, tu as remarqué que tout le vocabulaire, souvent, est emprunté au sport. Le sport est un modèle pour l'économie, pour les entreprises, pour les gens dans la vie, même s'ils n'en font pas. Ils admirent les sportifs, et toujours parce que le sport, d'autres compétitions en particulier, c'est la performance. Alors, le problème, c'est que tous ces gens-là, les grands acteurs, les grands sportifs, disons que c'est ce qu'on appelle en psychanalyse des fantasmes. Ouais. Des images idéales, mais que nous ne pourrons jamais parvenir à atteindre, en général. Et alors, néanmoins, nous désirons atteindre ce modèle, parce que c'est notre narcissisme encore qui le demande. Je voudrais être beau comme un tel, fort comme Schwarzenegger ou je ne sais quoi. Ouais. Et comme la société nous regarde, c'est ça le narcissisme secondaire. On a conscience que nous nous mettons en scène pour les autres. Et eh bien, c'est à ce moment-là qu'on va tout faire pour être à l'égal de ceux qui nous dépasseront toujours. Et c'est là que, même dans la vie courante, qu'on fasse du sport ou d'autres choses, on va se doper. Parce qu'il y a beaucoup de façons de se doper. Bien sûr, toutes celles que tu connais mieux que moi, non pas parce que tu te dopes toi-même, mais parce que c'est ton métier, si je puis dire, de le connaître, qui sont les diverses formes de dopage que les hommes, les femmes prennent dans les salles de sport pour eux-mêmes. Toujours à cause du narcissisme de leur image. Et aussi parce qu'il faut qu'ils se montrent performants. Et puis, il y a plein de formes de dopage. Prendre du café toute la journée, comme certains font, c'est du dopage. Et combien d'autres, Donc, déjà, il me semble deux choses fondamentales qu'il explique. Le narcissisme, que ce soit premier ou secondaire, enfin surtout secondaire là, parce qu'il faut... On est toujours regardé par l'autre, soumis au regard de l'autre. Et tu vois qu'avec tous ces réseaux sociaux, là, Facebook, tout ce qu'on voudra, les gens désirent se montrer. Au lieu de désirer rester caché, ce qui a quand même été toujours pour le but de l'humanité, le secret, garder le secret de sa vie, de soi-même. Non, tout le monde veut s'exhiber, se mettre à nu devant la transparence, à nu devant tout le monde. Alors, c'est ça qui va les inciter à se montrer sous un jour qui répond à des images idéales. Et pour cela, ils sont prêts à faire de la chirurgie esthétique, parce que ça aussi c'est une forme de dopage, ou se doper effectivement pour faire son sport, et quand on se montre sur Facebook, montrer qu'on est le plus beau, la plus belle, voilà. Et alors il y a une réalité psychologique, ce narcissisme, et puis il y a une réalité sociale qui nous pousse à être performants. Sinon, on n'est rien dans ce monde. Après, moi, je peux comprendre l'idée de vouloir toujours s'améliorer, l'idée de vouloir changer son propre physique, mais si on le fait pour soi-même, et pas forcément pour le faire... Enfin, il y a toujours quelque part un regard de la société envers notre physique, mais je veux dire, si on le fait pour nous-mêmes déjà, c'est-à-dire qu'on change pour s'auto-apprécier, et non pas pour le regard des autres, en fait. En réalité, ça n'existe pas, ce que tu dis là, en quelque sorte. Enfin, j'exagère un peu, ça n'existe pas. Parce que le moi, c'est ça aussi, la psychanalyse, même la philosophie nous a appris précisément, c'est que le moi, il se construit à l'image des autres. Donc le moi, c'est la forme de l'aliénation. Parce que aliéné, vient de alien, qui veut dire autre. Et ce qu'on croit être le plus propre, notre moi propre, en réalité, il a été construit en imitant les autres. Parce que l'enfant,
L'homme n'a pas d'instinct. Ce qui fait qu'un petit enfant, s'il n'est pas éduqué, il sera rien. Il ne pourra pas marcher, il ne pourra pas parler, il ne pourra pas se nourrir. Un petit chien, tu ne l'éduques pas, tu le laisses comme ça vivre, il devient un chien, il ne devient pas un oiseau. Et on sait par des expériences et par un film sur l'enfant loup, on a retrouvé un enfant qui avait été recueilli par des loups, il était devenu quoi? Presque un loup, mais pas vraiment, parce que... Un loup-garou? Non, pas un loup-garou. Il était devenu une espèce d'animal raté, puisque le mec qui vivait comme les loups. On avait essayé de l'insérer à la société, c'était plus possible. Le temps passé de l'apprentissage. Et donc, où en étais-je, mon histoire, moi? Tu disais que l'homme n'avait pas d'instinct. Ah oui. Et... contrairement à l'animal, voilà. si on le laisse comme ça... Pour se former, nous sommes obligés d'imiter les autres. L'enfant, il va imiter son père, sa mère, les amis avec qui il joue, les personnages qu'il voit à la télévision. Et à l'école, il va faire ce qu'on lui demande et il va se former son moi, comme ça. Mais ce moi, il est fait à partir des autres et pour les autres. Alors du coup, est-ce que c'est une fatalité? Est-ce qu'au final, la question c'est, est-ce qu'au final, on est tous amenés à se doper pour réussir? Non, parce que l'obsession de la réussite n'est pas universelle. On n'en reste pas au narcissisme primaire, heureusement. Mais il y a des gens qui restent, même des adultes. Ce sont des adultes infantiles, des adultes qui n'ont pas le sens des réalités, qui veulent toujours s'affirmer comme les plus forts, qui courent sur les autoroutes à contresens ou je ne sais quelle connerie, infantile, l'infantile. Mais nous vivons aussi dans une société qui nous infantilise. Il faut voir comment on nous parle à la télévision, comment les hommes politiques disent que mais le problème c'est qu'on n'a pas fait assez de pédagogie. On nous traite vraiment comme des enfants. Seulement, le propre de l'homme étant d'évoluer, on quitte quand même, on prend des distances avec le narcissisme primaire. Et on n'est pas obligé de s'humilier au narcissisme secondaire. Quand même, on est assez grand pour se rendre compte que quand on veut être le plus fort ou le plus intelligent, on ne fait qu'imiter des images qui nous sont imposées, et qu'ensuite, en quelque sorte, si je peux dire, on se fait du mal. On vit dans la frustration puisqu'on ne peut pas y arriver. Donc, on se dope, on ne peut pas y arriver. Et qu'est-ce que ça donne comme étant la grande maladie de notre siècle? La dépression. Et qu'est-ce qu'on fait après, quand on est en dépression? On se dope. Encore, en prenant des antidépresseurs. Alors, pour toi... Mais on n'est pas obligé de tomber là-dedans. Oui. Enfin, on a de l'esprit critique. On n'est pas que des esclaves soumis à ces images, à ces fantasmes que la société nous impose. Et on peut prendre distance par rapport à nous-mêmes. D'accord. Et cette conscience, comment d'après toi, est-ce qu'on peut la travailler, cette conscience, de prendre une distance par rapport à ce que la société voudrait qu'on devienne pour elle? Déjà, tout simplement, en posant cette question que tu viens de poser. Rien que le fait de poser cette question. L'essentiel dans la vie, ce n'est pas les réponses qu'on donne aux questions, c'est de savoir bien les poser et se les poser. Parce qu'après, chacun, il va vivre comme il veut. Moi, je suis professeur. Je ne vais pas me transformer en professeur de morale. Je ne vais pas dire aux gens, il faut faire ci, il faut faire ça. Et ni donner des solutions toutes faites. Mais, par exemple, mon travail de professeur, ou dans un livre comme celui que j'ai écrit, il s'agit de présenter des grandes théories, de présenter des idées que d'autres ont pensées, des grands philosophes, des psychanalystes, des hommes de lettres, qui donnent à chacun d'entre nous la possibilité ensuite de nous poser correctement les questions et ensuite d'essayer d'y répondre par nous-mêmes. Ok, donc c'est une prise de conscience qu'on peut créer nous-mêmes, juste en nous posant des questions, juste en se posant des questions, on a cette prise de conscience qui va être de plus en plus... qu'il faudra travailler, et il faudra trouver soi-même
Comment se détacher, par exemple, de Facebook. Hein. Moi, Facebook, je ne l'ai pas, je tiens à le dire. Enfin, ça me paraît, je passe pour un fou furieux. Si déjà la plupart des gens arrêtaient de passer leur temps en dehors de leur vie, parce que vivre sur Facebook, ce n'est pas vivre. Vivre sur leur téléphone portable toute la journée, ce n'est pas vivre. Or, moi qui habite au Halles, de mes fenêtres ou même dans la rue, qu'est-ce que je vois? Des gens qui défilent avec leur portable en permanence. Qui se rentrent les uns les autres, ils ne se voient plus. Ils ne sont plus dans la vie. Ils sont dans les images justement, qui constituent ces fantasmes qu'il faut envoyer aux autres, que les autres renvoient. Déjà, arrêtez. Arrêtez ce système. C'est déjà un grand effort pour ressortir de cette sorte de surmoi, de cette exigence. Il faut être le meilleur, le plus fort, et qui nous aliène et qui nous entraîne à la dépression. Et j'ajouterai une autre chose, parce que j'emploie le terme surmoi, c'est une formule de Lacan, le grand psychanalyste français, après Freud, qui dit « Il n'y a qu'une seule chose qui nous oblige à jouir, c'est le surmoi ». Alors ça paraît très étrange, parce que le surmoi, c'est la morale. Et jusqu'à maintenant, la morale, c'était un peu comme les commandements de l'Ancien Testament. Tu ne tueras point, tu ne désireras pas la femme de ton voisin, etc. etc. Et de nos jours, dans notre époque, au XXIe siècle, mais déjà au XXe siècle, c'était en train de se mettre en place par cette société capitaliste, le surmoi, il nous dit « jouis ». Le premier surmoi, c'était le surmoi paternel de l'Ancien Testament. Et il disait « ne jouis pas ». Dieu se réservait, ou le Père se réservait pour lui la jouissance. Mais maintenant, Dieu, bien que tout le monde en parle et qu'on tue en son nom, Dieu, en fait, il domine plus le monde. Hein. C'est l'économie qui domine le monde. Et là, à nouveau, je ne sais plus où j'en étais exactement dans mon propos. Freud, il disait justement que c'était la jouissance qui faisait vibrer le... Je vois que tu suis. Bien sûr, toujours. Et le paradoxe de notre civilisation, c'est que nous sommes obligés de jouir. Et c'est pire qu'autrefois, lorsqu'on nous interdisait de jouir. Parce que lorsque la loi interdit de jouir, on se dit il y a une jouissance. Et on se retient, on peut pas faire... on ne peut pas trop transgresser, c'est un peu ce qu'on appelle la névrose. De nos jours, c'est terminé. De nos jours, c'est l'inverse. Tout nous dit, jouissez, jouissez. Achetez le dernier iPhone, achetez ceci, achetez cela. Faites des régimes. La première semaine est gratuite. Tout. Et en quelque sorte, tout nous dit, mais écoutez, il dépend que vous. Il dépend que de vous de jouir en permanence. Vous avez, on peut voir sur Internet tous les films porno qu'on veut, tout est à notre portée, dans le monde des images, dans le monde des objets, c'est-à-dire dans le monde capitaliste. Ah oui, bien sûr, il faut acheter le film ou au moins l'ordinateur pour voir les trucs porno. Il faut l'acheter, l'iPhone, et ça coûte cher pour pas grand-chose. Ça sert à beaucoup de choses, souvent même pas à téléphoner. Et c'est que c'est cet ensemble d'images, de sportifs ou de ce qu'on voudra, qui nous oblige à être à la hauteur de ces êtres d'exception ou de vivre de manière exceptionnelle, c'est-à-dire de réaliser nos fantasmes et de jouir. Mais comme la société ne cesse de créer de nouveaux fantasmes et de nouveaux désirs qui sont tous marchands, on est soumis, on est esclave du désir construit par le capitalisme. Après, il y a différents degrés aussi. On va dire, je pense, il y a des gens qui vont jusqu'à l'extrême. Alors, dans cette exigence de jouissance, on voit évidemment que, mis à part le dopage, l'usage de la drogue est devenu une chose extraordinairement répandue, qui est aussi courant qu'autrefois de boire un verre de vin. Et
Et ça relève de la même chose, de vivre dans un monde idéal dont on sait qu'en réalité on ne pourra pas l'atteindre, même si on se dopait. Mais finalement, la drogue est aussi une forme de dopage qui permet de réaliser les illusions que dans la vie réelle, on ne pourra pas réaliser. Et de vivre dans une sorte de jouissance permanente. Mais déjà, se rendre compte et d'avoir conscience de ça et se poser des questions, c'est déjà un premier pas. C'est déjà presque la solution. Presque la solution, ce que j'allais te dire, oui. Parce qu'ensuite, je répète, chacun il fait ce qu'il veut, il vit comme il veut. Et s'il se sent vraiment avoir des problèmes, des angoisses, il y a des psychologues, il y a des psychiatres. C'est vrai que la société nous invite à penser d'une certaine manière, je pense. Nous incite par différentes manières, la drogue, le fait de devenir toujours, de devoir devenir toujours plus fort, le plus beau, tout ça. Mais après, on est propre, on a notre propre liberté à choisir ce chemin ou à faire de notre vie ce dont on a envie de. Là encore, la liberté est une illusion aussi. Hein. Nietzsche, un grand philosophe dont je ne te demande pas l'orthographe du nom, a dit à un moment, dans un aphorisme, libre, oui, mais pourquoi faire C'est très bien d'être libre, mais quoi La liberté, c'est très bien, mais pourquoi faire C'est-à-dire aussi que on est obligé de vivre quand même toujours avec notre moi, avec des fantasmes. C'est ce qui fait le désir. Et en imitant les autres, et en vivant sous le regard des autres. C'est la nature humaine. L'être humain est un être d'échange. Et la preuve par excellence, c'est le langage. C'est ça qui fait l'être humain, qui le distingue de toutes les autres espèces. Et par définition, le langage, c'est un échange. On ne parle pas tout seul. Bien sûr. Mais je pense que même l'être humain, s'il est seul, il meurt. Il ne peut pas vivre seul, en fait. Il a besoin de vivre en communauté pour pouvoir réussir. Oui. Donc c'est pourquoi on ne peut pas s'échapper complètement. On ne peut pas avoir cette liberté libre à 100%. Oui, je comprends. Ou alors, on vit dans une communauté, en fait. Ouais, on n'est pas seul. Il faut accepter une part d'aliénation à la société. J'aime bien ce terme, aliénation. Aliénation, il vient de Marx, qui parlait de l'aliénation du prolétariat dans le capitalisme. Mais cette aliénation, elle est devenue générale. Et il faut dire que aliénation, ça veut dire aussi la folie. Et il y a beaucoup de gens qui sont dans la folie. Ceux qui vivent entre leur smartphone et puis Facebook et la télévision, c'est des fous. Ça, ils sont complètement coupés du monde. Ils vivent dans une réalité purement virtuelle. Alors, je ne dis pas qu'il faut vivre dans le désert ou se couper de tout ça. Enfin, il faut prendre ces distances et puis se confronter à la réalité la plus simple de la vie. Qui est de vivre. Qui est de vivre et pas de passer son temps à imiter, à admirer ceux qui vivent prétendument, comme Zapata. C'est amusant d'ailleurs, ça rappelle un clown, le nom d'un clown, quelque chose comme ça. Enfin bon, on a tous les jours, il y a un nouveau héros, celui qui traverse la Manche, celui qui fait ceci, celui qui fait cela. On vit dans ces images, ces fantasmes, une fois encore, mais qui poussent à nous doper d'une manière ou d'une autre, pour s'imaginer qu'on va ressembler à ces gens-là. Alors que déjà vivre sa propre vie, dans la simplicité de la vie quotidienne, ça n'est pas toujours facile. C'est super intéressant. Parce que là, tu es en train de me dire qu'au final, même si on est, entre guillemets, esclave du regard, entre guillemets, des autres, plus ou moins, donc à différents degrés, on a quand même cette possibilité de se remettre en question, d'avoir une vision plus large et de se dire, ok, même si je ne suis pas parfait, même si je n'ai pas atteint ce stade que je veux atteindre pour être parfait, je peux quand même vivre, je peux quand même profiter de la vie, je peux quand même m'apprécier comme je suis maintenant. De toute façon, on est obligé de le faire. Non, mais il y a des gens qui n'y arrivent pas. C'est ça le truc. Mais c'est pour ça que soit ils prennent donc ils se droguent. Ils se droguent, ouais. Soit ils se dopent. Et soit ils vont voir un psychanalyste voilà. ou un psychologue. Mais il faut se rendre compte que ces problèmes psychologiques qui relevaient plutôt
autrefois, jusqu'au XXe siècle, des problèmes de cas personnels, sont devenus des réalités collectives. Oui. C'est la société dans son ensemble qui nous pousse à nous mettre dans cette situation où on est comme piégé. Ouais. Et c'est donc en prenant toujours une distance par rapport aux autres, à soi, aux enjeux de la société, à ne pas se précipiter faire les soldes parce que c'est le premier jour des soldes, mais des trucs très bêtes que je dis, mais quand même, c'est ça la vie de tous les jours, en fait, qui d'ailleurs se répète sans cesse. C'est étonnant quand on regarde la télévision, d'une année sur l'autre, on pourrait, parfois il y a des chaînes humoristiques qui le montrent, le 14 juillet on a le même discours, au 1er mai le même discours. Bon, la vie se répète identique en permanence. Et cette réalité-là, il faut aussi la vivre en donnant le plus d'intensité à chaque chose qui se répète, mais aussi en acceptant que la vie est une répétition de même chose, d'un même cycle, et qu'on ne peut pas, et qu'on ne vit pas dans l'exception permanente, dans la jouissance éternelle ou la réussite exceptionnelle à tous les instants. C'est aussi une réalité qu'il faut accepter. Et qui a quand même un fond, je dirais, naturel, même si l'homme n'est pas un être de la nature, pour en parler. Mais enfin, ce rapport à la nature, il peut aussi aider à se sortir de l'emprisonnement social. Donc c'est à la fois, finalement, si je comprends bien tout ton discours, c'est, si je peux me permettre de résumer ça, c'est être à la fois conscient qu'on n'est pas libre à 100%, avoir cette pleine conscience, mais aussi être conscient qu'on peut prendre conscience qu'on n'est pas libre à 100% et nous poser des bonnes questions finalement pour trouver des solutions. Enfin, je pense que j'espère avoir été suffisamment clair, mais c'est se dire qu'on n'est pas libre à 100% non plus, que c'est normal qu'on ait envie de vouloir avoir des idoles pour pouvoir s'en rapprocher parce que ça fait partie de la nature humaine et qu'au final, savoir ça nous permet déjà d'avoir une certaine liberté dans nos pensées et donc d'être plus tranquille, quelque part. Oui. Le simple fait de s'interroger sur sa propre situation, c'est le départ de ce qu'on appelle la liberté. Ouais. On se débrouille comme on peut. Mais pour revenir au désir et à la psychanalyse, entre autres, ce que répètent aussi bien Freud que Lacan, c'est que pour nous, les êtres humains, les sujets que nous sommes, encore certains, le sujet c'est pas le moi, le sujet c'est justement ce qui nous permet de nous distinguer de ces moi où nous imitons les uns les autres. La question est, qu'est-ce que je veux ? Qu'est-ce que je veux ? Qu'est-ce que je désire ? Et ça, c'est le plus difficile pour l'être humain. C'est ce à quoi personne ne peut répondre. Chacun d'entre nous, si on réfléchit bien, nous sommes confrontés à cette question. Qu'est-ce que je veux vraiment ? Et tout de suite, nous avons tout autour de nous pour nous donner des réponses. Je veux être sportif, je veux être chanteur, je veux être riche, je veux ceci, je veux cet objet, je veux cette voiture, je veux faire ci, je veux faire ça. Mais non, ce sont toujours des réponses partielles, des petites choses qui viennent combler pendant un petit moment notre manque. Mais ça veut dire aussi que, ça c'est le propre du désir et de l'homme, le désir est infini. Infini. Et c'est ce qui fait la grandeur de l'homme. Et c'est pourquoi il n'y a rien qui puisse jamais nous satisfaire complètement. Comme Don Juan qui va de femme en femme sans qu'il y en ait une seule qui le satisfasse. Et nous sommes comme ça. Alors c'est triste et c'est dur à accepter de se dire il n'y a rien qui viendra satisfaire notre désir. Mais c'est notre liberté. C'est pour ça que nous pouvons nous dire après tout qu'est-ce que j'allais à faire de cette voiture, de ce métier, de ci, de cela. Ça ne m'apportera pas la satisfaction du désir. Et je continuerai à désirer. Et c'est là la liberté. Mais je me répète, tout le système consiste à nous faire croire que nous avons entre nos mains, en payant, la possibilité de satisfaire notre désir, de trouver des objets qui vont le combler. Et en fait, non. Il n'y en a aucun. Le désir, il va d'objet en objet, à l'infini, à l'infini. Aucun objet ne vont le satisfaire. Donc, même si tu dopes
pour revenir au sujet du dopage, même si tu dopes, tu ne seras jamais satisfait. Parce que tu auras atteint un certain niveau, certes, peut-être impressionnant ou pas, on l'a vu dans mes vidéos, c'est pas parce que tu dopes que tu vas devenir forcément énorme, mais dans tous les cas, tu ne seras jamais satisfait. Alors, tant qu'à être insatisfait et être imparfait, faisons-le proprement, avec une bonne conscience. Je pense qu'on peut résumer comme ça, si on pouvait donner un conseil déjà. Être conscient. Là, je te laisse donner les conseils. Moi, il dit que je n'en donnerai pas. Mais en tout cas, d'ailleurs, si nous nous connaissons et nous parlons ici, c'est parce que donc, nous faisons la gymnastique ensemble. Et ça prouve que moi-même, je fais de la gymnastique et je suis aussi dans le narcissisme, comme tout le monde. Parce que si on n'a pas de narcissisme du tout, c'est la folie. Hein. Et oui. Par exemple, les psychopathes, les vrais fous, ils n'ont pas de narcissisme. Parce qu'ils ont perdu le rapport à l'image de l'autre, à l'image de soi. Alors, il faut du narcissisme, mais il faut de tout. Mais limité, ne pas tomber dedans. Mais en même temps, moi, tu sais bien, je ne le fais pas pour devenir un grand, surtout à bon âge, un grand sportif. C'est qu'il y a aussi une nécessité d'entretenir son corps. Mais on se rend compte en même temps. On nous dit que c'est très bon pour la santé, tout ça. Mais quand même, c'est obsédant ce discours sur le sport qu'on entend à la télévision. Il faut faire du sport, il faut faire ça. Mais je pense que c'est toujours lié à cette question de la performance, trouver un modèle de performance. Et c'est ce qui fait que même des gens qui ne seraient pas dans ce narcissisme extrême, qu'on va se doper, on est quand même amené toujours à obéir à cette forme d'exigence du corps que seul le sport ou le régime peut donner. Et alors ce qui est très curieux, c'est qu'en même temps qu'il y a cette exigence-là, la réalité est très, très éloignée. Parce que quand on vous regarde les gens dans la rue, la plupart des gens, ils sont, dans le monde entier d'ailleurs, il y a de plus en plus d'obèses. On le sait, c'est même aux États-Unis la première maladie des États-Unis, l'obésité. Ça se répand partout. Dans un pays comme les USA, sont le pays où ils construisent, où ils créent les plus grands fantasmes, les plus grandes exigences de réussite, etc. Et où en même temps on voit que la population vit dans le contraire absolu de ces fantasmes. Donc il y a une schizophrénie, une division dans laquelle nous vivons aussi. Et c'est pourquoi je parlais de folie générale tout à l'heure. Et d'ailleurs, ça a été étudié par Deleuze et Guattari dans un livre très célèbre des années 70 qui s'appelle L'Anti-Édipe, sous-titré « Capitalisme et schizophrénie ». D'un côté, nous avons des exigences terribles, mais nous pouvons tellement peu les atteindre que... Alors, il y a ceux qui vont se droguer pour tenter de revenir, et puis il y a ceux qui abandonnent. Et qui continuent d'admirer les chanteurs, les sportifs, mais qui, eux, passent leur journée chez McDonald's, bouffent de la merde, et deviennent obèses, et on a l'impression que plus les médias créent des fantasmes nombreux, et comme presque à portée de main, plus dans la réalité ça n'éloigne, par l'impossibilité où nous sommes de les réaliser, et où du coup les gens abandonnent, et s'abandonnent. Donc il y a aussi une limite à ne pas abandonner son propre narcissisme. Parce qu'il y a un psychanalyste qui a écrit un livre intitulé « Narcissisme de vie, narcissisme de mort ». Il y a un narcissisme de vie, c'est nécessaire. On peut pas... Et il y a un narcissisme de mort quand on va justement le pousser jusqu'à se droguer, jusqu'à se doper de manière extrême. Voilà. Mais il faut quand même qu'il y ait un peu de narcissisme pour vivre. Et de plus en plus, on voit des gens qui abandonnent au narcissisme et qui n'ont pas honte moi, je veux dire, j'aurais honte. Enfin, quand je vois certaines jeunes filles, ou surtout certaines jeunes filles, là, ce que je répète, j'habite au Hall, de banlieue, qui sont obèses, pour la plupart, et qui se promènent avec des jeans moulants de manière obscène. Je trouve que là, on retrouve la schizophrénie, c'est-à-dire qu'elles s'abandonnent
mais elle voudrait être comme les grandes stars, elle s'habille comme Beyoncé, hein, et qui remarque d'ailleurs elle-même, ferait bien de faire un régime. Non, enfin, voilà, la schizophrénie. Tout est possible en même temps dans notre monde capitaliste, du moment qu'on se soumet à toutes les règles. Autre chose, professeur Alex? Justement, non, je suis en train de... Il y a beaucoup d'informations très intéressantes, en fait, dans lesquelles ça mérite réflexion. Et toi aussi, je pense que ça va t'aider à te poser des questions. Et c'est ça, en fait, déjà, à la base, se poser des questions, c'est la solution, en fait, déjà, pour nous. Et je suis bien d'accord, c'est que... tu sais, moi, par exemple, après, on finira dessus, je pense, on bouclera dessus, c'est que... je sais que je n'ai pas le corps parfait pour moi, mais je m'apprécie comme je suis et j'apprécie l'évolution en fait. Et je pense que prendre conscience déjà de s'auto-s'apprécier comme l'on est, de prendre conscience aussi de s'auto-s'apprécier sur notre propre évolution à l'instant T, à un moment présent, je pense que c'est aussi important pour ne pas tomber dans l'excès. Ne pas toujours chercher plus loin, toujours plus, si on est déjà satisfait de ce qu'on a accompli. Eh oui. Et si on parlait un peu de ton livre là, le désir, thème de culture générale. Mais le problème, c'est que ça ne marche pas comme tu dis. Ça, ce serait parfait. Et c'est d'ailleurs ce dont parle mon livre. C'est la question, ce que tu dis, c'est la sagesse même. Et c'est ce que disaient les philosophes grecs. Aristote, Platon, même Épicure, tous, ils disaient voilà, il faut se satisfaire de ce que nous avons, du mieux, nous faisons de notre mieux, et puis on a une satisfaction, et le but de la vie, disait-il, c'est le plaisir. Et il disait, de la vie en général, les animaux, ils recherchent du plaisir, plutôt que de la souffrance. Et l'homme, nous cherchons le plaisir. Mais il disait, mais en même temps, il y a un problème. C'est que, il n'est pas une chose étrange avec l'être humain. C'est que lorsque nous avons satisfait notre plaisir, nous en voulons encore plus. Et au lieu que le plaisir nous satisfasse, eh bien, il va créer une sorte de manque. Et il va nous jeter dans l'excès. Parce que tu as employé ce terme. Et pour eux, pour les Grecs, c'était inconcevable, parce que c'était un contresens. Parce que pour eux, l'homme était à l'image de Dieu, et Dieu est dans un, comme Aristote dit, Dieu vit dans un plaisir infini. Il n'y a rien d'autre à faire, Dieu. Il est Dieu. Bon. Et le problème, c'est que nous, même quand nous sommes dans le plaisir le plus total, on s'ennuie. On en a assez. On en veut plus. On veut plus, ou on veut autre chose. Parce que c'est ça le désir humain. Et c'est ce qui fait que nous sommes poussés à l'excès. D'où le dopage. D'où le dopage. Et alors c'est là qu'on passe à une autre conception de l'homme que celle classique, traditionnelle, qui fait confiance, comme tu le dis, comme applique le son de morale. Eh bien, on passe à ce que la psychanalyse a révélé, c'est-à-dire que nous avons un inconscient qui nous domine, mais que lui-même est dominé par quelque chose que Freud déjà appelait la pulsion de mort. C'est-à-dire qu'il y a en nous la force qui nous pousse, la pulsion, la poussée de notre vie, eh bien, elle est sans limite. Et elle dépasse les limites de notre individualité, de notre moi, de notre plaisir, et elle nous entraîne au-delà, dans cet au-delà excessif, qui est une forme de jouissance, mais où on trouve la mort. Et alors là, encore, il y a plusieurs façons de le vivre. Il y a la guerre, que les êtres humains ont fait pendant des siècles et des siècles, qui montre bien qu'il y a en nous une volonté, une puissance de mort inouïe. Mais il y a aussi ce que la psychanalyse appelle la sublimation. Transformer cette puissance de mort, cette volonté d'excès, en quelque chose de créatif. Alors, c'est difficile, c'est pas donné à tout le monde, mais ça exige de prendre conscience qu'il y a en nous cette puissance de destruction, de mort au cœur du désir.
puisque le désir ne s'attache à rien. Donc à l'infini, qu'est-ce qu'il y a à l'infini? À la mort. C'est vers quoi nous tendons sans cesse, avec une volonté destructrice. Mais quand on en prend conscience, quand on le sait, c'est là qu'on peut se poser les bonnes questions et se dire comment est-ce que je peux y répondre, comment est-ce que je peux transformer la puissance négative qu'il y a en moi en une puissance de création. Et cette puissance de création nous permet de nous libérer, entre parenthèses. De mettre en tout cas à distance ces forces de mort qui nous habitent et l'usage que la société en général fait de cette force de destruction. Parce que regardez les films américains. Il n'y a pas, dans un film américain, on ne se passe pas une minute sans que quelqu'un ne meure. Pas une minute. On prend un James Bond, là c'est toutes les secondes qu'il y a de la bagarre, qu'il y a des morts, etc. Mais ça prouve qu'il y a quand même un désir terrible chez nous de voir la mort, de voir des gens s'entretuer. Et le cinéma, ça n'est plus que ça maintenant. Hein. Des machines à crime, une machine à meurtre. Ouais. Ce qui va d'ailleurs transformer pas mal de gens, comme on le voit avec les serial killers américains, les massacres de masse, qui va transformer des gens en fous meurtriers. C'est ce qu'on leur montre toute la journée à la télévision. Et alors c'est légitime en eux, cette puissance et cette volonté de mort. Donc, mes Saiyajin, ayez conscience déjà de tout ce qui se passe, et ça vous apportera déjà beaucoup de solutions. Et puis en tout cas, faire de la gym, faire du sport, dépenser ton énergie de manière constructive, voilà qui est une façon de maîtriser ces pulsions destructrices, qui sont destructrices à l'égard des autres, mais de nous-mêmes aussi. Faites du sport intelligemment. Soyez conscients de ce que vous faites, mes Saiyajin. Et voilà. Mais ce que j'adore chez Camille, c'est que voilà, il ne donne pas de réponse concrète, puisqu'il n'y a pas de réponse concrète, et que cette réponse, c'est vous en fait qui pourrez la trouver en vous posant des questions. Et la vérité sera propre à chacun. Mais aussi en lisant mon livre. Et vraiment très intéressant. Tout ce qu'il a dit aujourd'hui, je pense que tu en parles beaucoup dans ton livre. Oui. Mais disons que je l'illustre par la pensée des grands philosophes, des grands écrivains, parce qu'après tout, ce qui est intéressant, c'est pas mon discours. Là, on coupe ça entre nous, oui, mais quand on écrit un livre comme ça, ce qui est intéressant, c'est de présenter, puisque ça s'adresse à des étudiants, c'est de présenter à ces étudiants une synthèse, quoi, des grands penseurs, des grands problèmes. Et là encore, cela étant dit, ils ont le choix, la liberté d'interpréter comme ils veulent. Ces penseurs, ces écrivains, encore que, le livre, ça sert aussi à montrer qu'il y a des limites de l'interprétation. On ne peut pas dire tout sur n'importe quoi et n'importe comment. Donc ça sert ça. Un prof, ça sert à ça aussi. Mais ça doit quand même laisser libre de vivre et de penser à sa manière, telle qu'on a inventé sa vie. Et ne pas laisser les autres l'inventer pour soi. Si tu es intéressé par ce livre, les 2 premières parties de ce livre retracent l'histoire du désir au travers de ses multiples concepts depuis le désir de l'être. Donc ça va très très loin. L'Antiquité. Qui anime la pensée grecque jusqu'au désir de l'homme. La 3e partie se concentre sur l'analyse des liens qui unissent le désir à l'amour et le désir à la loi. Soulignons les enjeux esthétiques et éthiques liés à la question du désir. Donc, et ça se termine par justement ce que j'ai évoqué, la question du rapport du désir à la politique et à l'économie. Dans cette perspective, qu'est-ce que ça veut dire, une politique du désir? Et tout le désir étant partout chez l'homme, il est même dans la politique, bien sûr, et il est dans l'économie. Alors là, à nouveau, comment le comprendre, le maîtriser et ne pas nous laisser emporter. Parce que, prenons un seul exemple, le fascisme du XXe siècle, tous les fascismes du nazisme, ce sont des faits de désir collectif, de masse hypnotisée par le chef, et la pulsion de mort. Mais toutes ces questions historiques, économiques, etc., sont traversées par le désir, depuis l'Antiquité.
Mais peut-être, comme le disait Spinoza, dont je ne demande pas l'orthographe. Spinoza, facile. Easy, Spinoza. Sans faute. Oui. Du premier coup. Oui. Spinoza. Oui. S. Oui, alors vite. Spinoza. Toi, t'en penses quoi, toi? Bon, en tout cas, il disait SPI. le désir est l'essence de l'homme. Voilà. À partir de là, tu comprends qu'il est partout. Dans ce fauteuil sur lequel je suis assis, dans cette chemise que je porte, dans ce truc que je porte, tout. Et si mes Saiyajin désirent acheter ton livre, où est-ce qu'ils peuvent le trouver? Partout. 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 Tu vas sur Internet, tu le trouves partout. Prépa commerciale, le désir. Tu fais du moulier, je m'appelle ainsi, le désir, et ça y est. Thème de culture générale, concours 2020, Camille Dumoulier, professeur de littérature comparée. Merci pour la pub. Alors, je te dois combien? Pour la pub que tu m'as faite. Rien. C'est extraordinaire. Rien. Comme tu es généreux. Parce que j'ai conscience, justement, que la société nous demande toujours de voir quelque chose lorsqu'on fait un service. Moi, j'ai conscience de ça. Du coup, je me pose des questions. Alors, moi, je le fais vraiment en pleine conscience. Cette vidéo, je veux la faire avec toi parce que ça me fait plaisir, point barre. Voilà. Et c'est réciproque. Merci, Ken. Voilà. Peace and soy. Je dirais au revoir. Bye bye. Bye bye, soy. Mon ami, si tu veux acquérir les pouvoirs d'un vrai Super Saiyan, alors abonne-toi à la chaîne d'Alex Levent. Ces entraînements feront de toi un super guerrier de l'espace. Le véritable Super Saiyan, c'est pas moi, c'est lui. Et rendez-vous sur sa chaîne, les amis. Et cool, soyez cool. Copain, tu veux te transformer en super guerrier? Eh ben, abonne-toi à la chaîne de Alex Levent. C'est normal, quoi. Et alors là, tu seras un Super Saiyan.